bien, pile 5h55, mesdames et messieurs, je suis Marcelin Gouvoy, toujours à votre service avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Vous me connaissez, hein, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour ensemble parcourir et faire ensemble cette magnifique cavalcade matinale. Merci de choisir nos bras, les bras de RTI 100 ans, hein, pour vous réveiller. Aujourd'hui au menu, c'est bien sûr la famille et le bien-être. Mercredi, c'est tout ce qui entoure la famille et le bien-être. Tenez justement au thème de cette émission, on aura le sujet très intéressant qui parle des relations entre parents-enfants. Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher ou ça peut péricliter? En tout cas, on aura toutes les réponses, on l'espère, avec notre experte, Michel Laura, qui viendra nous parler, bien sûr, de tout ce qui rythme ces relations. Mais parlant de relations, il y a une qui est très, très bonne, qui court depuis maintenant octobre, avec beaucoup de plaisir. C'est celle que j'entretiens cathodiquement et matinalement avec Alix Kokola. Comment ça va, ma très chère? Ça va, je vais bien, Marco. Bonjour à vous à la maison. Je suis en tout cas très heureuse de cette relation qui perdure et qui nous pose sur de bons auspices. Aujourd'hui, donc, mercredi 24 avril, on parle famille, on parle aussi bien-être. Donc, dans nos différentes capsules d'éléments avec nos sujets des diététiques, notamment, on parlera d'astuces de beauté avec le concombre. On en parlait la semaine dernière. Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie. Pour la suite, on aura le petit-déj composé essentiellement de jus de fruits avec quelques fruits et légumes aussi, la carotte, on a aussi le concombre, le persil, la tomate, des boissons très énergisantes et conseillées pour le matin. Voilà. Et puis voilà, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, on aura des pépites, beaucoup de surprises. On a dit, on l'a redit, mercredi, chaque jour de matin bonheur donc à sa circonscription. Le lundi, c'est l'emploi, le mardi, c'est le droit. Hier, vous êtes encore de plus en plus nombreux à avoir suivi, à avoir apprécié, bien sûr, le cas pratique par rapport à Madame Avar qui ne voulait pas participer aux charges du ménage. Cela a suscité énormément de commentaires. Merci de l'intérêt que vous portez à notre émission malgré nos petits moyens. Et puis justement, nous allons commencer maintenant avec quelques infos de ce 24 avril. C'est fou ce que ce mois d'avril carbure et va vite. Au niveau des anniversaires, joyeux anniversaire au capitaine sensible né Raymond Burns. C'est un chanteur et guitariste britannique du groupe punk rock The Damned, c'est lui. Voilà, on lui souhaite un joyeux annuel. Et puis, c'est une figure de proue dans la mode et le style, on va dire, à la française. Monsieur Jean-Paul Gaultier, aujourd'hui, célèbre un an de plus. Il est né le 24 avril 1952. Voilà, on lui reconnaît toujours ce t-shirt avec les rayures comme un marin. Voilà, un matelot. Allez, 24 avril 1944, grande journaliste du côté de la France, journaliste accomplie, présentatrice. C'est un leader, manager, vraiment. Christine Ockrent, mesdames et messieurs, icône du PAF, du paysage audiovisuel français, donc qui a un an de plus aujourd'hui. Barbara Streisand, elle est chanteuse, actrice, réalisatrice et productrice américaine. Elle nous vient du pays de l'oncle Sam, donc née le 24 avril 1942. Je crois qu'elle a eu à faire un magnifique duo avec la chanteuse canadienne Céline Dion. Et puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée internationale des secrétaires. Oui, Matin Bonheur s'arrime à cette célébration en recevant donc la vice-présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires, Madame Boé Anissette, qui nous fera l'honneur de sa présence sur ce plateau dans quelques instants pour nous parler du monde des secrétaires. Les secrétaires, dans le mot secrétaire, il y a secret. Est-ce qu'elle garde toujours le secret? Mais voilà, est-ce qu'elle garde toujours le secret? Et puis, il faut qu'on revienne aussi sur l'importance magistrale de leur travail dans l'avancement des dossiers, parce qu'elles sont une aide, une grande aide pour les responsables, pour les patrons. Et ça, on va revenir là-dessus. Il est 5h59, mesdames et messieurs. Alix, où est-ce que vous nous emportez maintenant? On nous emmène où? On vous emmène, en tout cas, oui, à survoler aussi tout ce qui est information qui couvre le territoire ivoirien. Ce sera le Flash Ivoire avec notre sieur Régis Kofi. Voilà, bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité.
Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé au palais présidentiel avec une délégation de chefs, des chefs des régions des Lagunes et Crampons. La situation sociopolitique au cœur de la rencontre. Les chefs se disent satisfaits au sortir des échanges avec le chef de l'État ivoirien. La 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a ouvert ses portes hier à Abidjan. C'est en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine cette année. La rencontre se veut un creuset musical africain. Sur le podium, des dizaines d'artistes. Les populations de Nda à Kisikro, village situé à 7 km de Didiévi dans la région du Bélier, ont désormais accès à l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique a procédé à l'inauguration du château d'eau de ce village de plus de 3000 âmes. Cela dans le cadre du projet Eau Portos initié par le gouvernement. On fait le point avec Francis Boifo. Longtemps recherché, et j'en suis témoin. C'est comme je disais, nos devanciers, nos parents ont écrit, il fallait profiter de l'argent pour payer une avance, tout ça, ça n'a pas abouti. Le président Alassane Ouattara soulage les populations de Nda à Kisikro. Ce village, situé dans le département de Didiévi, dans la région du Bélier, a désormais son premier château d'eau. L'ouvrage, d'une capacité de 50 mètres cubes, dispose d'une unité de désinfection et d'un réseau de canalisation de 4720 mm, pouvant alimenter 3000 personnes en eau potable. Coût de réalisation, 210 millions de francs CFA. Il a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique. Nous avons la responsabilité de mener des actions pour éliminer la pénibilité des femmes et permettre aux jeunes filles d'aller à l'école au lieu d'aller toujours à la rivière pour pouvoir chercher de l'eau. Pour parer au plus pressé, dit le ministre, 20 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour la réalisation des ouvrages hydrauliques dans 50 localités du pays. Cela dans le cadre du programme Eau pour tous. Le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel est réuni à Abidjan. Il travaille à la régulation du commerce informel dans la CEDEAO. Il s'agit de manière pratique de permettre un suivi régulier du commerce inter-État afin de mieux quantifier le flux ou alors les flux de marchandises transfrontaliers. Didier Nguessan. Le commerce informel représenterait entre 20 et 75% des économies des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais comment prendre en compte les données issues de ce commerce qui échappent au contrôle transfrontalier? Une problématique à laquelle le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel veut apporter une solution. L'idée ici, c'est de consolider, c'est d'intégrer les données issues de la collecte et de l'analyse du SILS dans ce cadre fédérateur pour permettre à la région de créer cette base de données de grande envergure pour permettre de l'alimenter et de maîtriser plus ou moins notre flux commercial pour nous permettre d'avoir une idée vraiment sur ce que nous vendons, avec qui nous commerçons, afin de pouvoir donc rehausser la compétitivité de nos produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Si nous arrivons à capitaliser ce que le SILS collecte au niveau des cordons douaniers, qui n'est pas officiellement reflété au niveau des statistiques douanières, et que nous arrivons à internaliser cela sur la base des données officielles de la région, cela va nous montrer réellement l'état du volume du commerce entre les États membres. Actuellement, on parle de 10-15% qui ne reflètent pas la réalité à cause de la dose du commerce informel. Cet atelier permettra au comité interétat de mieux documenter au quotidien la valeur et le volume du commerce transfrontalier des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Il vise, entre autres, à intégrer les données collectées dans les bases de données nationales et régionales du commerce extérieur. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Vraiment. Trop facile Vraiment. ça. Vous allez rester avec nous jusqu'à 8. C'est ce qui est prévu. Hein. Ça va, Régis? On parle de quoi? On parle de quoi? On vous écoute. Voilà. Les croissants, c'est chaud, c'est mis. Vous avez toutes les caméras. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'accompagne de quoi? 4 minutes. On va voir clair dans ces 4 minutes qui restent. Alors. Je reviens Non, oui, quand on aura fini de faire le taf, quoi.
Allez-y, allez-y, vous avez un sujet. Oui, on parle de quoi? L'édito de l'actualité brûlante aujourd'hui, ce matin, les dernières news, voilà. J'espère que les réalisateurs sont en train de vous parler. Donc... Oui, c'est ce qu'on nous dit tout le temps dans l'oreillette. Donc vous êtes formés Parlez. Et on va parler, mesdames et messieurs, parce que ça continue. Il est 6h05 ce matin, on est très heureux. Voilà. La saison tient à sa fin, il nous reste une quarantaine d'émissions avant la fin de cette émission. Et pour ne rien vous cacher, ça fait plaisir. Et puis, on continue maintenant pour le sport avec le fitness et notre coach Cyril Niamke. C'est parti. Et à notre circuit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je viens vous dire officiellement que je quitte l'émission parce que je suis fatigué, je vais arrêter. Poisson d'avril. C'est un gros poisson d'avril. Je suis là bien et bien avec vous. Je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je suis là pour vous aider à être meilleur en fait. Donc on va faire du sport aujourd'hui. Aujourd'hui, circuit spécial femmes. 3 exercices pour les femmes. Les hommes peuvent aussi les faire. Il n'y a pas de souci. On va commencer avec 3 exercices. Le premier exercice, on le connaît tous, c'est les squats. Donc ne pensez plus au poisson d'avril, on commence à s'entraîner maintenant. 12 squats, allez go. On va tendre les bras devant, écarter les pieds, poser les pieds vers l'extérieur, les genoux dans la même direction des pieds. On va descendre en squat et remonter 12 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas d'expirer, de contracter les fessiers à la montée. 9, 10, encore 2 répétitions. 11, la dernière. Et 12. Pour les femmes, on va travailler ces côtés-là que vous n'aimez pas vraiment. Allez, on va se mettre à 4 pattes au sol. Je vais poser mon coude gauche et tendre mon bras droit au sol. Tendre ma jambe gauche sur le côté, ma jambe droite sur le côté. Lever ma jambe et redescendre. On va à 12 répétitions par côté. Allez, on monte et on redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On change de côté. Allez, coude au sol, jambes tendues. Je monte et je redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. On va se coucher sur le dos maintenant pour travailler les fessiers. Allez. Sur une jambe, je vais monter le bassin, tendre une jambe, bouger la jambe qui est tendue et redescendre tout en gardant le haut du corps et le bassin bien droit, bien haut. Allez, on va à 12 répétitions par jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2 répétitions. 11, la dernière. 12, on change de jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jambes bien tendues. 7. Gardez le bassin bien haut. 8, 9, 10, 11 et 12. J'avais dit 3 exercices, mais je rajoute un 4e. Allez, on va mettre les mains au niveau de la poitrine, tendre la jambe sur le côté pour travailler toujours ce qu'on appelle la culotte de cheval, si je ne me trompe pas. Allez, on tend la jambe et on alterne. 1, vous montez au maximum. 2, 3, des coups de pied sur le côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. On va mettre les mains sur les hanches. On va lever la jambe en 2 temps et redescendre. Je rajoute des exercices pour les dames. Il faut vraiment être gentil. Elles sont nos mamans et elles sont magnifiques. Donc il faut leur faire plaisir avec des bons exercices. Dernier exercice pour vous, allez. 1, 2, 3, 4. On va à 10 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, en 2 temps. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Parfait. Exercice à noter, exercice à refaire chez vous. J'espère que ce mois d'avril débute bien pour vous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Restez positif malgré la difficulté. Restez positif et je vous souhaite de passer une très belle journée. Salut Marco et Alix et on se voit très bientôt. Au revoir. Eh oui, merci au coach Cyril Niamké. C'est un circuit spécial dames. Voilà, lui aussi, il est fatigué. C'était un bon poisson d'avril. C'est clair que bon, on commence à sentir poisson braisé comme ça avec un vin blanc. Depuis octobre. Mais on en a encore des émissions et puis on va tenir jusqu'au bout. Nous sommes là avec vous et pour puis, il y a la les CAN 2 le prochains 21, mois. qui sait. Ben il y a la oui. CAN qui arrive le 21 juin. jamais. Peut-être qu'on peut, voilà. Un réaménagement. Oui, peut-être. Hein. Mais bon, vous serez informés, puisque s'il n'y a pas émission, il n'y a pas Donc, on émission. vous laisse profiter de la CAN. Parce que voilà, nous, on peut se sacrifier. Pour que les Ivoiriens puissent profiter de la CAN, tout ça, dans un beau décor. La RTI vous prévoit de bonnes choses, hein, soit dit en passant, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations qui sera en Égypte. La Côte d'Ivoire est dans un groupe assez difficile, mais vous le savez, impossible n'est pas. Ivoirien, il faut toujours supporter, qu'importe le choix. Qu'importe le gourmet à venir, mais voilà. il faut être le avec. qualificatif que vous utilisez pour supporter, mais supportons quand même. Quand on aime, on supporte. On supporte. Et oui, et voilà, nous, on va vous permettre d'être toujours en santé. Et puis en beauté aussi, ça fait partie de la santé, du bien-être, se sentir bien, être bien dans ses baskets et dans son corps. Et sur son corps, c'est important. Les astuces beauté à base de concombre. Astuce beauté à base de concombre. Le concombre contient d'importantes quantités de minéraux et de vitamines. En rondelles, en lotion, en boisson détox ou en masque, c'est un trésor de bienfaits qui peut hydrater, nettoyer, illuminer et tonifier votre visage. L'acné se soigne facilement avec une lotion au concombre. Faites cuire pendant 5 minutes un concombre coupé en gros morceaux. Laissez refroidir. Puis versez le liquide dans une bouteille. Appliquez cette lotion sur votre visage avec un coton au coucher. Gardez au frais afin de l'utiliser une autre fois. Boire une boisson au concombre, diurétique, vitaminée et rafraîchissante, va vous permettre de perdre du poids, d'agir contre la rétention d'eau et de mettre votre foie au repos. Mettez quelques rondelles dans votre carafe d'eau avec un demi-citron pressé et des glaçons pour la saveur. Vous serez encore plus motivé à boire tout au long de la journée. Le concombre contient de l'acide caféique. Et c'est ce qui fait que ce légume soulage les yeux gonflés. Pour ce faire, disposez quelques rondelles de concombre sur les yeux et allongez-vous pendant 10 minutes. Faites disparaître les mauvaises odeurs dans la cuisine et donnez un air frais à votre intérieur en épluchant un concombre. C'est pratique et c'est notre astuce bonus. Voilà. Merci. 6h14, mesdames et messieurs, merci pour ces petites astuces-là. Vous savez que les mercredis, comme ça, on vous donne des petits tuyaux pour être bien dans votre peau. Ça passe par le sport, ça passe par la nourriture. Tenez, parlant de nourriture, on aura dans quelques instants, mesdames et messieurs, notre cas qui va nous parler de dormir 8 heures. Waouh!
quel luxe! Dormir 8 heures par nuit pour, pour rester en bonne santé. Ça sera notre sujet tout à l'heure. Mais si on parcourait un peu le petit-déj, on a des photos, non? On a des illustrations de petit-déj avec des carottes, concombres, persil, tomates, des boissons vitaminées, tout ça. Voilà, ça c'est avec quoi? la centrifugeuse qui nous fait de bons jus. Ah, c'est bon le matin. Mais est-ce qu'on a le temps, nous, de faire ça le matin, Alex? Honnêtement, c'est pas évident. Hein? Ben oui, peut-être qu'on c'est des jus de fruits. Ça, c'est on quoi? se réveille Ça, 15 minutes un peu plus tôt. Ça va faire 2h30. Bon. Jus de carotte, très bon pour les yeux. Très bon pour la peau également. Jus de chou-fleur. Chou-fleur, oui. Waouh. Avec un peu de pomme. Le mélange, ça doit donner quelque chose de bon. Hein. Ça peut donner des idées aussi hein, pour le carême musulman qui commence bientôt, hein, pour la rupture par exemple. C'est pas mal non plus. Jus de chou, waouh, j'imagine le goût. Waouh, en tout cas. Ah ouais. Bon, la salade de chou, c'est déjà bon. Donc, jus de voilà. chou, les enfants n'aiment pas trop les choux. Et assaisonner, ça peut donner quelque chose de bien. Bah oui, donc, avec voilà. une recette, avec les... Il y a un petit filet de citron comme ça, ça peut être bien. Ça sera la recette à la Alix, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose dedans pour vous. Mais oui, juste à côté, on a un peu de citron. Oui. Ça va donner un petit goût acidulé et puis... les papilles gustatives. Et ça rebooste pour le matin. Ça donne la santé. Très important. Parce que c'est très important le matin d'avoir le plein d'énergie. J'ai entendu tout à l'heure, quand on parlait des concombres, c'est diurétique, c'est très bon pour la santé, pour éliminer les toxines, tout ça. Et ça fait du bien, La suite, normalement, ça devrait être le point route. Le point route, nous dit-on, n'est pas encore prêt. Mais donc, on peut aller directement au cas pratique, mesdames et messieurs. Vous êtes à Matin Bonheur, vous avez choisi de vous réveiller dans nos bras, dans les bras de RTI 1, du groupe RTI en général. Et nous allons parler maintenant de sujets déterminants. Dormir, waouh, quel luxe, Alix. Ah oui, hein, quelque chose de 8 heures. Assez inaccessible pour nous. 8 heures de temps. Mais c'est un sacerdoce agréable parce qu'il s'agit de le faire pour vous, très chers téléspectateurs. Allez dormir 8 heures pour rester en bonne santé. Ça rime à quoi? On regarde. Dormir 8 heures par nuit
Mais oui, et puis pour les bébés, hein, c'est bien indiqué ici, il faut laisser le bébé dormir en moyenne 15-20 heures. Donc, parce qu'on a peur des fois, on se dit on veut le réveiller pour jouer avec lui. Voilà, généralement, il est là, il dort, mais bon, réveillons-le un peu, non, il doit dormir. Il y a des bébés aussi qui dorment, ça Ben fait oui, peur. c'est 20 heures, on a 24 heures dans une journée. Il dormi pendant un jour. On a 4 heures pour jouer avec lui. Moi, par contre, je me rappelle ma première quand elle est venue, la première nuit à la maison, elle s'est réveillée une dizaine de fois. La maman qui était KO, qui dormait. Donc, c'est ce jour-là que j'ai réalisé que les femmes sont fortes. Ah oui, vous au moins, vous avez participé. Ah oui, mais parce que vraiment, on se réveille 7 heures dans la nuit. Alors que, en moyenne, il se réveille, 7 fois, pardon, dans la nuit. 7 fois, oui, c'est ça. 7 à 8 fois. En moyenne, 7 à 8 fois. Et donc, il faut changer aussi les couches, il faut donner le sein. Bah oui, de bons souvenirs, mais on ne va pas répéter ça c'est clair. C'est bon comme ça. Il est 6h20, mesdames et messieurs. Dans moins de 10 minutes, on aura donc le deuxième volet de l'info avec Régis qui est tranquillement assis, qui attend donc son tour de passage. Alors, il en a 5 minutes pour le deuxième, on espère qu'il va respecter le temps. On espère. Alors, notre première invitée est là, elle est en train de s'apprêter, on va la recevoir tout à l'heure. C'est la vice-présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Quels sont vos rapports avec les secrétaires de votre entreprise? Est-ce que ce sont de bons rapports? Est-ce qu'elles vous prennent bien? Est-ce qu'elles gèrent bien la réception, l'accueil et puis aussi le travail? Il faut interroger également les patrons, parce que les patrons sont très, très importants, dans leur avis est très, très important. Nous allons recevoir Madame la vice-présidente Boé Anissette, qui nous fera l'honneur de sa présence pour nous parler un peu de cette journée internationale des secrétaires. Est-ce une journée simplement pour faire genre, ou bien il y a des objectifs précis, qualitatifs, quantitatifs? On va voir ça avec elle. Et oui, Ce n'est que ma secrétaire. Et en tout cas, plein d'informations qu'on aura à voir avec Madame Boué, qui nous parlera, en tout cas qui va nous emmener dans l'univers des secrétaires d'ici, et pourquoi pas d'ailleurs. Vous avez un bon ou mauvais souvenir avec une secrétaire? Oh, non. Les secrétaires de la RTI, elles sont vraiment non, pas forcément ici, comme on dit en Côte d'Ivoire, en global. En global, dans d'autres administrations, mais non. Faut sourire aussi. Hein. Quand tu arrives, il ne faut pas aussi être déjà avec un visage renfrogné. La communication sera un peu difficile. Quand on arrive avec le sourire, c'est très rare qu'on nous rabroue. Donc voilà, c'est quelques petites choses. Et puis les secrétaires sont très fortes dans ce qu'elles savent détecter à qui elles ont affaire en 2 minutes. Pas des petits détails, c'est pas comment elles font. Et voilà quoi. Donc quand vous arrivez devant une secrétaire, quand on a des perturbateurs, elles savent reconnaître celui qui vient vraiment pour le travail et celui qui vient enquiquiner le patron. Pour la villégiature. Beaucoup de psychologie dans ce métier également, beaucoup de psychologie, beaucoup de clairvoyance, de bienveillance également, parce que c'est vraiment le support numéro 1 du chef d'entreprise, du directeur. Donc, c'est pas évident. Donc, comme métier, son humeur réjaillit tout de suite sur celle du patron et aussi sur tous ceux qui travaillent avec le patron. Donc, c'est un élément très, très important de la sphère professionnelle. Qui a besoin toujours d'être coaché aussi pour pouvoir améliorer tout ce qu'il y a à faire. Justement, on va parler de coaching en entreprise avec notre coach, un des coachs du mercredi, le coach Yoman, qui nous parlera de ce sujet-là. C'est sûr que les secrétaires et d'autres corps de métier prendront à des notes. Voilà. Et puis il y a le FEMUA Alix qui a ouvert ses portes hier à Noumambo, entrée sud de notre capitale économique, Abidjan, dans la commune de Marcory, le fameux village d'Anoumambo, donc qui a ouvert les portes du FEMUA, et ça va donner cours à d'immenses festivités avec une belle brochette d'artistes. On ne le dira jamais assez, Alix, le corpus basique de cet événement-là, c'est bien sûr la bienfaisance, l'ambiance, et puis aussi faire l'altruisme dont fait montre ce groupe mythique de notre pays, pardon. Je perds ma boucle, mais voilà. Et donc, avec toutes ces personnes-là, on aura bien sûr à participer, à rendre heureux d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà. Et je rappelle que cette année, comme toujours d'ailleurs, la RTI est le diffuseur officiel du FEMUA. Vous aurez des soirées en direct avec toutes les équipes au niveau de la réalisation. J'ai aperçu hier là-bas Rokia Sissoko avec toute son équipe et puis tous les journalistes de la rédaction et toute la nomenclature qui est dédiée à cet événement-là.
parce que c'est l'un des points les plus importants culturellement parlant de notre pays. On aura des soirées en direct pour les concerts du côté de l'INJS. C'est à quelques encablures seulement du village d'Anoumambo avec vraiment des conférences. Il y a le FEMUA Kids également. Et cette année, c'est le genre qui est de mise. D'ailleurs, hier, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait l'honneur de sa présence à cette ouverture. Exactement, oui. Elle est la marraine de cette 12e édition de ce FEMUA. Et on parlait notamment des artistes. Hein. On a une saine émulation entre les artistes d'ici. Et d'ailleurs, on aura notamment le groupe Extra Musica qui sera sur les bords de la lagune. Vous aimez bien. Ah oui, Roga Roga et toute sa bande. Ils viendront nous apporter quelques notes de Ndomolo, pourquoi pas, pour nous faire bouger. Et puis on a la maman aussi, Ala Thérèse, qui sera sur la scène celle du qui va ouvrir, elle va ouvrir la série donc, de concerts. C'est notre mamie. Voilà, pour estampiller, pour donner la bénédiction, comme Assalfo l'a dit lors de l'émission de lancement ici même dans ce studio, pour donner le la de cette édition du FEMUA. Ce sera avec Ala Thérèse, on aura Femi Kuti, le fils de l'autre. Oui, on aura aussi la nouvelle pépite du R&B, s'appelle Bourayan, avec sa chanson Oya. Le Rwanda vient en force, hein, culturellement parlant. Ah oui. Il y a un Rwandais qui a eu le FESPACO, Karikezi, Olivier, et puis à Bourayan, de belles découverte d'une radio internationale. Donc vraiment, le Rwanda vient en force. Et puis il est très très attendu également par le public abidjanais qui est très méticuleux. Et oui, donc tout le monde est invité donc, à participer à ce FEMUA 12 là, c'est du côté d'Anoumambo. Et ça sera éclaté aussi à l'intérieur du pays. À Gagnoa, avec voilà. Caris l'ami intime de Bouba qui sera du côté de Gagnoa, sur la terre de ses ancêtres à Gozo. Vous titillez-vous? Oui, je taquine Caris. Allez, Caris, on sera tous avec toi, quoi, un truc de ouf. On sera du côté de Gagnoa, dans le canton Badi-Est chez toi. Et puis on va faire le show là-bas. Voilà. Avec toutes vos préférences. Avec toutes vos préférences au niveau culinaire, tout ça. Caris le Dozo, on l'aime beaucoup. On lui fait un gros bisou s'il nous regarde pendant qu'il est 6h26, mesdames et messieurs. C'est Christelle Akoussa qui estampille le volet technique de ce rendez-vous matinal avec tous les soldats, les braves soldats ici au sol, les cadreurs, les opérateurs de prise de vue qui ne cessent de faire des efforts immenses pour vous satisfaire chaque jour. Le flash, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette matinée, le ciel sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays. On observera des pluies localisées tôt le matin au sud, au centre ainsi qu'à l'ouest. Ailleurs, on observera des intrusions progressives du soleil au cours de la période. Les températures pour la matinée, la maximale affichera 26 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa, 24 degrés dans les villes de Korogo tout comme Amman, 23 degrés de minimale à Odiné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, les régions du nord connaîtront des orages et des averses de pluie. En milieu ou en fin d'après-midi, le sud forestier et le littoral seront intéressés par de la brise qui favorisera des orages isolés accompagnés de pluie. Dans la bande centrale, des passages de denses nuages en fin d'après-midi donneront des pluies par endroits. Les températures pour l'après-midi à Abidjan tout comme à Diaké, on notera 31 degrés de minimale, 35 degrés de maximale à Bondoukou, 34 degrés dans les villes de Bouaké comme celle de Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés dans les villes de San Pedro comme celle de Sassandra, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
Madame, Monsieur, voici le point de l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Les chefs d'État africains réunis sous la houlette de l'Égypte ont appelé hier à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan, où le pouvoir militaire fait face à une contestation réclamant un gouvernement civil qui ne faiblit pas. En Ouganda, le député de l'opposition Bobi Wine a appelé à des protestations de masse contre les actions de la police et d'autres injustices de l'État à l'encontre de la population. La police a empêché le chanteur devenu politicien d'organiser un concert dans son club privé du quartier de Boussabala dans la capitale pour des raisons de sécurité. Les habitants de Bangui, capitale de la République centrafricaine, sont préoccupés par une pénurie persistante d'eau. Les agents de santé de la région mettent en garde contre un risque accru d'infection. Regardez. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas même un goutte de l'eau dans notre quartier. Donc on est obligé de quitter notre quartier pour aller à d'autres quartiers pour chercher l'eau parce que l'eau c'est la vie. La plupart des électropompes, par exemple, datent de 1975. Et il faut un plan de renouvellement sur parfois 20 ans qui n'a pas été fait. Je vous amène à présent en République démocratique du Congo, au Kivu précisément. Là-bas, une usine de thé se trouve sur la ligne de front. Suivez. Au milieu des montagnes du Nord Kivu, la plantation de thé JTN tourne au ralenti en raison de l'insécurité. Avec 400 hectares, elle a employé jusqu'à 1200 personnes dans les années 80. Depuis, l'usine a plusieurs fois été attaquée par des groupes armés. Malgré son matériel vétuste, elle peut encore assurer toute la chaîne de transformation du thé jusqu'à l'emballage et l'exportation. Quelques 400 personnes maintiennent l'activité sans être payées régulièrement et à leurs risques et périls. Tout aux alentours des usines, ce sont des groupes armés qui contrôlent, parce qu'au niveau du camp, nous n'avons seulement que 5 policiers et 5 militaires FARDC. Les groupes armés actifs dans la région disent défendre leur communauté, Hutu, Tutsi, Nandé, Houndé, lors des conflits fonciers. Ces milices attirent des jeunes sans emploi nombreux dans la région. À 10 km de l'usine, la localité de Mvezo bénéficie d'un programme d'appui des Nations Unies pour créer des activités génératrices de revenus. Parmi les bénéficiaires, Emmanuel. Le projet m'aide beaucoup, car avant, je n'étais même pas capable de m'acheter un pantalon. Le programme de stabilisation coûte 6 millions de dollars aux Nations Unies. Pour les autorités, la paix est à ce prix. Le problème des communautés, c'est d'abord et avant tout un problème de chômage. Pour lutter contre les armes, les autorités misent aussi sur le dialogue, afin de libérer un jour les montagnes du Nord Kivu de la violence. Le Malawi donne le coup d'envoi du premier test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé à ce jour contre le paludisme, une maladie qui fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts en Afrique. Aboutissement de plus de 30 ans de travaux et d'un investissement d'1 milliard de dollars, 500 milliards de francs CFA. Cette campagne vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans. Au Sénégal, début du procès d'un chef religieux très influent, Cheikh Béthio Thioune, et de 19 de ses disciples pour le meurtre de 2 personnes en 2012. Ce procès très médiatisé au Sénégal s'est ouvert en l'absence du marabout à l'étranger pour raisons médicales. Il doit durer jusqu'au 2 mai à Mbour, à 80 km de Dakar. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 7h pour le développement de l'actualité internationale. Merci Régis. On se revoit dans quelques instants. Donc, oh, je vérifie. Non, il lui restait 1 minute. Mais bon, c'est pour nous la minute. Ne vous inquiétez pas. Eh bien oui, cette minute-là va nous permettre de pouvoir recevoir Madame Boé Anissette. On le rappelle, elle est vice-présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Et sur ce plateau pour nous parler d'une activité très importante. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors il s'agit du salon international Innov Assistance qui est goupillé par la Ligue ivoirienne des secrétaires, un produit donc aux 40 ans. 40 ans de la Ligue ivoirienne des secrétaires, 40 ans. Déjà avant toute chose, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan, 40 ans? Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? Ben, je peux dire qu'il y a eu vraiment des avancées parce qu'aujourd'hui,
le métier il est évolutif. Il y a beaucoup de changements avec les assistants. Aujourd'hui, nous tendons vers le managérial. Aujourd'hui, vous voyez des secrétaires qui sont des managers d'entreprises, des chefs de service, du secrétariat, ils sont partis du secrétariat pour être des managers. Donc, il y a eu de l'évolution. 40 ans, c'est la maturité. Et il est important de célébrer cela. D'accord. Et lors de cette évolution-là, cela a dû interpeller plus d'une au sein de votre association pour la création de ce salon-là. Oui. Justement, le thème de cette édition, c'est de l'assistanat collaboratif à l'assistanat managérial. Oui. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, j'avais tout à l'heure planté le décor en disant nous tendons de la collaboratrice traditionnelle qu'on connaît. Nous partons maintenant à celle qui manage une équipe, qui est un soutien pilier pour sa structure. Voilà. Nous tendons vers celle sur qui son manager peut compter. Quand il est absent, il sait qu'il a laissé une collaboratrice efficace à son poste, qui peut faire le travail sans qu'il y ait de soucis, sans qu'il s'inquiète. Il peut partir en mission, il sait qu'il a sa collaboratrice qui est là, qui assure. On peut donc parler d'une émancipation. Oui. Merci. Et à long terme, on va dire un changement dans la nomenclature même du dispositif de hiérarchie. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Ben oui. Alors, quand on est second du boss, après... Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un emplacement très très important parce que c'est un peu comme la boussole. Hein, la boussole qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas trop, mais qui donne la direction. Au fil du temps, quels sont les rapports de secrétaire? On parle de plus en plus maintenant d'assistante. Hein. C'est ça, hein? Oui, oui, on parle d'assistant parce que là, c'était à l'époque, c'était celle à qui le patron, comme le thème c'était le patron et la secrétaire, qui rédigeait, qui venait lui donner une copie manuscrite et elle se mettait à saisir ou à taper, comme on le disait avant. Aujourd'hui, on parle plutôt de celle, quand le patron lui dit, ou bien son manager lui dit, je préfère ce terme manager, parce que pour moi, patron, ça fait un peu... Manager, c'est bien. Voilà, manager. Manager, il lui donne l'objet, le dessinateur, et puis... Le reste coule de source. Le reste coule. Et quand elle rentre son travail, il est satisfait, il n'a qu'à poser sa signature et c'est fait. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on parle plutôt de l'assistanat, l'évolution du métier. Il y a une compétence qui a évolué également. Tout à fait. Aussi et à ce vous verrez aujourd'hui les secrétaires, les assistantes qui se forment. Des dégourdis qui arrivent à faire d'autres diplômes, à s'inscrire, à se former. Non, il y avait un complexe alors? Il y avait un complexe? Non, il n'y a pas de complexe. Il faut évoluer dans la vie. Il faut chercher à aller de l'avant. Et c'est ça, la Ligue ivoirienne des secrétaires est là pour ça. Elle est là pour renforcer les capacités des assistantes ivoiriennes. La preuve, ce salon? Le salon, voilà. Vous attendez qui? Nous attendons au moins 700 participants. Parce que je dis participants parce qu'il y a des hommes qui viendront Nous avons des pays invités. Il y a la France qui viendra développer, la présidente de la Fédération française des assistants, qui viendra développer ce thème que vous avez vu, l'assistanat collaboratif à l'assistanat managérial, avec une conférence inaugurale le 2 au Palais de la Culture. Je peux parler en même temps du programme, bien sûr. Du programme, d'accord. Donc, du 2 au 4, nous serons au Palais de la Culture, à la salle Kodjo Bouclé, pour la cérémonie officielle, sous le haut patronage de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri Dabaté.
sous le marrainage de Mesdames Ami Tunkara, députée de la commune de Trècheville, et la directrice générale de SPDC, Madame Maferi Mandiara Souba, et sous la présidente effective du ministre d'en haut, Paulin Claude. D'accord. En tout ministre cas, des Sports. Un beau parterre de personnalités qui vous accompagnent dans cette activité. D'autres articulations en termes de modules de conférences et d'autres choses qu'on découvrira. Effectivement, le salon a 3 volets. Il y a le volet stand exposition parce qu'il y aura des exposants. Qui va exposer qui? Il y a des entreprises, il y a des entreprises, des écoles. Nous avons déjà des inscrits, donc il y a encore de la place, les gens peuvent venir s'inscrire pour prendre des stands, pour parler de leurs produits. Et nous attendons aussi, nous invitons les étudiants, les assistantes en fonction, celles mêmes qui ne sont pas en fonction, le public ivoirien à venir à partir du 2 au Palais de la Culture. Et il y a l'autre volet qui est le volet formation. Parce que c'est là aussi le credo de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Former, renforcer les capacités. Donc nous ne pouvons pas faire une rencontre sans la formation. Et nous allons boucler avec notre gala où nous célébrons les 40 ans de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Wow. Ah, ce sera le clou de cette semaine-là. C'est pendant une semaine, hein, c'est ça? Non, c'est 3 jours. 3 jours intenses. Hein. Intense. Il y aura le volet officiel, le volet officieux, le volet formation. Et puis aussi, le gala. Comme on sait que les secrétaires sont de bonnes vivantes, vous allez faire le show, comme on dit à Abidjan. Ben, après le travail, après le poids du travail, on peut quand même se détendre. Et nous vous avez ramené un pagne pour Alix? Ben, pourquoi pas? Nous sommes... susciter d'autres vocations, pourquoi? Voilà, pour susciter d'autres vocations. Elle peut aussi s'inscrire pour venir, pour faire la formation, parce que le thème, il n'est pas que pour les secrétaires, que pour les assistantes. C'est ouvert au public. Donc, elle peut toujours venir s'inscrire. Donc, nous avons un paille à l'effigie. Il y a des hommes secrétaires aussi. Bien sûr. Donc, c'est pas... Moi, si je peux venir m'inscrire, il y a des hommes secrétaires. C'est pas fermé. C'est pas fermé, pas du tout. C'est pas fermé. Il y a des hommes secrétaires, il y a des étudiants même hommes qui sont à l'assistanat de direction. Voilà. Ils sont même des membres de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Alors, ce beau pagne-là aux couleurs de notre chère patrie. Oui, ce sont les couleurs... le pagne est un peu loin de vous. Ramenez ça ici, non, mais on peut montrer. On va bien montrer. Voilà, donnez ça à Alix. Il y a le vert et... On se l'en procure où? Alix prend la chose. Voilà. Bon. À l'effigie de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Ça va avec mon teint. Donc nous attendons 13 pays. Oui, on a entendu parler de la France, également ici, d'autres pays. Il y a le Burkina, il y a le Maroc, il y a le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Mali, la Guinée, il y a le Congo-Brazza, il y a le Cap-Vert, le Gabon. Ne citer que ceux-là. Je remarque que de plus en plus, il y a énormément de manifestations dans notre pays. Ça me fait plaisir. J'aime cette Côte d'Ivoire qui est active, qui travaille, surtout qui reçoit l'Afrique et le monde. Et vous confirmez encore cela, madame, pour nous parler du salon Innov Assistance. On vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage, que ça se passe bien. Succès dans votre activité. Et revenez nous faire revenez, on va faire le point, ce qui s'est passé, tout ça. Et surtout, vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez pour être épanoui, pour donner le meilleur de vous-même? C'est l'essentiel, c'est ce qu'on attend. Pour terminer, madame, allez-y. Pour terminer, je lance un appel au public ivoirien, aux Ivoiriens, de venir aux côtés des assistantes que nous sommes pour recevoir nos pays invités, parce que la Côte d'Ivoire, c'est accueillir, c'est recevoir, c'est un pays d'hospitalité. Donc nous souhaitons vraiment qu'il y ait du monde autour de nous. Nous lançons aussi un appel. Je profite, excusez-moi, pour dire merci aux membres du gouvernement ivoirien qui sont à nos côtés pour nous aider à recevoir nos invités. Et vous regardez en ce moment, ils sont à Yamoussoukro. Ils ont tous des secrétaires. Donc. Le conseil des ministres tout à l'heure, donc ça tombe bien. Dites, vous allez les remercier, ils vont vous en aider. Vous avez besoin d'aide aussi. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien du gouvernement.
Parce que la Côte d'Ivoire, nous portons le flambeau, c'est vrai, nous soutenons les éléphants, mais nous aussi, nous sommes des éléphants assistantes de direction en Côte d'Ivoire. Donc, nous portons le flambeau. Nous sommes les éléphants animateurs aussi. Donc, merci beaucoup, Madame Anicette. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, passez les salutations les plus ajustées de la matinale à la Ligue ivoirienne des secrétaires. À la présidente, à la dynamique présidente, Madame Et à tous les membres, d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. Ah, on le garde. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. On va partager. Vous insistez. On va faire un tout complet tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va faire un bon burst pour vous. Merci infiniment. C'est bien se réveiller le matin. Regardez. Eh oui. Bien. Il y a des avantages dedans. Et pour accompagner Madame Boué, on va prendre la route, bien évidemment, pour un petit point. On y va. Point route. Donc, on va démarrer déjà et puis on se retrouve au premier virage du boulevard Lagunaire au pied de l'immeuble Djekano et tous les immeubles afférents. Regardez comment le temps nous montre qu'il a bien plu hier. On espère qu'il n'y a pas eu de dégâts. Ça, c'est notre première interrogation quand on vient à la matinale comme ça et qu'on voit les premières images du point route. Attention aux éléments de visibilité et puis surtout à la pneumatique aussi, hein, c'est temps pluvieux. Pour l'adhérence avec la chaussée, il faut vérifier tout ceci. On a une deuxième voie à scruter pour vous ce matin. On restera dans la commune du Plateau et sur ce pont, on remarque qu'il y a quand même... sans bruit au plateau. Ah oui, on remarque qu'il y a encore de l'eau sur la chaussée et ça se passe bien dans la commune... Sous et en bas de la chaussée aussi. Ah oui, il y a de l'eau en bas, il y a de l'eau sur. Et donc ça se passe bien dans le prolongement du boulevard Lagunaire qui nous mène à ce pont-là où il y a une circulation parfaite qui est fluide et qui rallie la commune du Plateau à celle de Treichville. Voilà, il est 6h46 minutes. Notre coach, le coach Yoman, va s'installer. Le coach qui nous donne de très bonnes informations. Il est expert en coaching et ethnique. C'est éthique, hein, c'est éthique. Hein. Ethnique, ça donne autre chose. Hein. Le coaching d'entreprise, c'est l'intitulé de son intervention aujourd'hui pendant qu'il est 6h47 minutes. Coach Yoman, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Bonjour. La bonne mise, le 3 pièces, tout ça. Merci de respecter notre plateau. Comment ça va? Merci Marco, merci Alix. Ça va très bien. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois et puis on va basculer aussi dans le thème du jour, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Nous avons pris depuis, on va dire, les semaines qui ont précédé le temps d'expliquer un tout petit peu le rôle du coach dans cet accompagnement global au niveau de l'entreprise et la valeur justement de l'éthique à l'intérieur du système de l'entreprise. Déjà, connaître sa personnalité permet d'interagir avec les autres. Se connaître va nous permettre de développer davantage cette aisance ou cette fluence qui nous permet d'évoluer dans un environnement d'entreprise où on va dire, les tempéraments sont divers, mais à partir du moment où l'on a bien compris en fait le sens de son coaching. Chacun a compris en fait finalement la capacité qu'il a dans sa personnalité à transcender les différentes situations. Finalement, on va regarder les choses qui arrivent un peu comme un pare-brise. C'est-à-dire que vous avez le pare-brise de la voiture et puis vous avez le rétroviseur. On se pose souvent la question de savoir mais pourquoi le pare-brise est beaucoup plus grand que le rétroviseur? Parce que le rétroviseur, il vous permet de regarder juste en arrière. Et le pare-brise vous permet de vous concentrer sur l'essentiel qui est la route. Donc il faut justement comprendre que quand on est dans un contexte de vie, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle, il faut pouvoir justement garder toujours le cap sur votre pare-brise personnel qui vous permet d'avancer dans vos projets personnels, qui vous permet de développer des valeurs qui sont intrinsèques justement à ce que vous avez comme projet de vie et que vous pouvez justement permettre aux autres autour de vous de jouer un rôle en fait collaboratif avec vous. J'ai bien aimé ce que la responsable des secrétaires a partagé avec vous tout à l'heure. C'est-à-dire que vous arrivez à un certain moment où vous êtes l'acteur principal de votre vie. Les autres ne sont que des figurants dans l'histoire de votre vie. Ça, c'est vraiment l'éthique même du coaching éthique que nous partageons avec vous depuis quelques 2 mois déjà. Et aujourd'hui, on s'attaque toujours dans le même domaine au coaching d'entreprise. Qu'est-ce qu'il englobe en général? Et oui, le coaching d'entreprise, contrairement à ce que nous avons vu jusque-là, va être l'accompagnement spécifique que le coach va faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc cette fois, le coach, il est en immersion dans l'entreprise et il va apporter à cette entreprise-là un certain nombre d'apports, des apports qui peuvent être stratégiques, des apports qui peuvent être psychologiques, des apports qui peuvent
tenir également sur ce qu'on va appeler les outils de management qui vont permettre non seulement à la direction de pouvoir savoir si oui ou non les objectifs qui sont ceux qui sont poursuivis par l'entreprise sont atteints ou pas. Donc le coach d'entreprise, il va être à l'entreprise que le préparateur mental va être pour, on va dire, une équipe de football. Là, on a à l'antenne vraiment tout ce qui gravite autour du coaching. Exactement. Vous êtes en immersion. Aller en immersion comme ça, vraiment, c'est pas évident. Il faut mettre souvent un casque dans certaines entreprises pour aller en immersion parce qu'il y a des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Voilà, c'est des combats visibles et invisibles. Comment on peut commenter ce dessin-là? Alors donc ici, on va réaliser si on peut le coaching qui va être proposé à l'entreprise, comme on le voit juste en haut de cette image-là, c'est d'accompagner le dirigeant. Donc spécifiquement, lui, il vient pour aider le dirigeant à mettre en route son process qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. La vérité, c'est qu'en tant que dirigeant, il est partie prenante déjà dans son système de management. Ce qui fait qu'il n'a pas la distance nécessaire pour contrôler son système, il n'a pas la distance nécessaire pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc le coach, il arrive pour l'accompagner et pour l'aider. Et puis on voit également que le coaching en entreprise va permettre d'orienter la carrière. Donc il peut être à la fois un coaching de groupe, mais il peut être aussi un coaching individuel. C'est-à-dire que le premier, c'est accompagner le dirigeant. Et après, accompagner le dirigeant, on a par exemple géré la carrière. C'est-à-dire que ça fait partie du cercle qu'on a vu. Du cercle qu'on a vu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du système, on peut avoir un collaborateur qui, dans sa pratique au quotidien, semble ne pas vraiment être dans son élément. Et le coach va jouer ici un rôle un peu comme un coach sportif. Il arrive et il regarde les différents placements et il va faire des remplacements tactiques à l'intérieur de l'entreprise et permettre par exemple à des personnes qui sont par exemple plus introverties et qui n'ont pas de contact facile, donc de communication plus simple avec le public, etc., d'être par exemple dans le backstage de l'entreprise et pouvoir peut-être donner plus de performance dans l'entreprise que lorsqu'on attend de ces personnes-là qu'elles sont dans le relationnel, alors qu'un tempérament, le tempérament propre ne leur permet pas de réussir dans ce relationnel-là. On va voir également qu'en ce qui concerne la cohésion des équipes, parce que vous savez que c'est des intelligences diverses, c'est des tempéraments divers qui se rencontrent à l'intérieur de l'entreprise. Et le manager n'est pas forcément outillé pour aider son équipe à trouver cette cohésion-là. C'est un souhait pour lui, c'est un désir ardent pour lui d'avoir une équipe qui s'entende, une équipe qui collabore, une équipe qui travaille dans cette unité, mais il peut ne pas avoir les outils. Quand le coach arrive, il va créer un système, par exemple, qu'on appelle les team building. Je pense qu'on en entend parler de plus en plus aujourd'hui. Donc, ces team building-là sont vraiment des activités qui vont se faire soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, en tout cas pour les coachs Quand le manager a l'humilité de savoir qu'on en a besoin. Parce que d'ailleurs, c'est le manager qui fait la demande. Qui fait la demande. Voilà, donc un coach, il ne vient pas s'imposer. Voilà, on lui fait une demande et cette demande-là est clairement exprimée. Il va avoir ce qu'on appelle la réunion tripartite entre le manager et les employés. Il va discuter d'abord avec le manager. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous recherchez? L'état des lieux. Exactement. Et à partir de là, c'est bon de savoir ce que le manager veut, mais à la vérité, il y a l'équipe qui connaît sa réalité. Donc, il y a aussi une approche qui est faite entre le coach et l'équipe qui va permettre également de travailler sur ce que j'appelle la performance. Est-ce que l'équipe se sent performante? Est-ce que l'équipe a à sa disposition ce qu'il faut? Par exemple, ça peut être dans le contexte d'une entreprise précise, le matériel qui permet à cette équipe de se déplacer. Ça peut être le matériel mobile. Vous pouvez attendre de votre équipe qu'elle soit performante alors qu'elle n'a pas les outils qui lui permettent d'avoir cette performance-là. Mais des fois, c'est difficile de remonter cette information au patron, par exemple. Alors, le coach, lui... Parce qu'on ne dit pas tout, on ne dit pas toujours tout au patron. Exactement. Le patron ne sait pas toujours tout. Parce que très souvent, en entreprise, l'élément qui va être mis en avant, c'est votre efficacité. C'est-à-dire résolver le problème et ensuite, vous revenez pour dire ce qui n'a pas marché. Alors que très souvent, on se retrouve confronté à une difficulté qui dépasse nos moyens, qui dépasse nos compétences. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de contexte-là? Quand on n'a pas toutes les données. Exactement. Donc, le coach, lui, il va vraiment spécifier son approche sur 4 points essentiels, comme on le voit sur cette image d'illustration. Il va travailler sur l'intégration. Il va travailler sur la performance, il va travailler sur la maintenance et sur la croissance. Si on prend les éléments un à un, on va se rendre compte, par exemple, qu'au niveau de l'intégration, le coach va aider
tous les membres de l'équipe à s'intégrer plus rapidement. L'intégration, c'est quoi? C'est en général une nouvelle personne qui entre dans l'équipe. C'est en général un nouveau directeur qui intègre une entreprise. Il y a besoin d'un coaching, il y a besoin d'un accompagnement pour aider justement... En toute humilité. Exactement. Et nous, notre rôle, c'est ça. C'est de travailler parce que vous savez, les deux plus belles choses qui existent dans la vie d'un individu, c'est son entrée et sa sortie. Donc, si vous ne savez pas réussir votre entrée et votre sortie quand vous êtes dans une entreprise, eh bien, malheureusement, on peut oublier tout ce qui s'est passé dans ce qui a... dans le parcours. Dans le laps de temps, oui. Et puis, au niveau de la performance, on ne cessera pas de parler de performance. On sait que dans l'entreprise, aujourd'hui, retenons ces deux éléments essentiels. Il y a la performance et il y a de l'autre côté la motivation. Donc, le coach, lui, va venir pour faire en sorte qu'il y ait le précieux équilibre entre performance et motivation. Et puis, au niveau de la croissance, c'est l'objectif de toute entreprise. Toute entreprise qui existe, quelle que soit sa raison d'être, vise une croissance, que ce soit une croissance économique, que ce soit une croissance matérielle, que ce soit la croissance même de l'entreprise, etc. Donc, le coach, lui, va venir fournir des outils qui vont permettre justement de favoriser cette croissance-là à l'intérieur de l'entreprise à travers des outils qui sont un peu comme des approches extérieures. Il n'est pas de l'entreprise, donc il n'a aucun intérêt à être d'un côté ou d'un autre. Donc, il a cette impartialité qui va lui permettre de dire, en général, ce qu'il faut et aux managers et aux managers, de manière à ce qu'on puisse trouver le consensus ou trouver le pied-à-terre qui permet à l'entreprise d'aller plus vite. Et puis, il y a l'aspect qui est lié à la maintenance. Comme toute organisation, comme toute machine, etc., on a besoin d'une maintenance. À un moment donné, votre voiture a besoin d'une visite technique. Cette visite technique vous permet de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que vous pouvez être un danger lorsque vous mettez dans la circulation pour d'autres automobilistes ou pour d'autres usagers? C'est la même chose. Une entreprise qui ne se fait pas coacher, une entreprise qui ne se fait pas accompagner, peut avoir en son sein ce qu'on appelle des systèmes de pollution. Des systèmes de pollution qui feront que peut-être elle brille aujourd'hui de mille feux, mais elle est en train peut-être d'entrer progressivement dans sa phase de déclin. Et c'est ce qui se passe en général quand vous avez un ventilateur qui tourne. Par le système d'inertie, vous déconnectez le ventilateur, il continue de tourner, mais ce n'est pas pour bien longtemps. Donc, à la vérité, le coach est là pour dire non, en fait, en ce moment-là, ce n'est pas l'énergie électrique qui fait souffler votre ventilateur, mais c'est l'inertie. Et si vous ne faites rien, d'ici peu, eh bien, les conflits entre personnes, les petites tensions que vous avez ça et là dans l'entreprise peuvent être symptomatiques, en fait, d'un soulèvement, d'une grève, etc., etc. Et puis, on va se rendre compte que les entreprises qui sont les plus coachées au monde sont les entreprises dans lesquelles il y a moins de remous. On a le sentiment que c'est magique, c'est pas magique. Vous prenez n'importe laquelle dans des entreprises, par exemple, qui sont dans le domaine de la téléphonie, etc., aux États-Unis, en Europe, on n'entend presque jamais parler de scandale, de grève, mais c'est parce que justement, il y a un coaching en entreprise qui est fait pour pousser ces entreprises-là à atteindre des niveaux de performance. Voilà. C'est dommage, c'est tellement bon, mais ça finit vite. Il y a tellement de choses à dire. Une fin, hélas, mais bon, on pourra poursuivre sur ce sujet-là la semaine prochaine. De quoi avoir toute l'essence du thème. Merci beaucoup, coach Yoman. Merci d'être passé. Merci pour le costume. Et nous, on partira pour une petite pause. Régis est déjà installé. Il a cette fois-ci à faire 5 minutes de flash au niveau international. On le retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans ce dernier rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Celui-ci est consacré à l'international et on démarre tout de suite aux Philippines. Un séisme a fait au moins 11 morts dans ce pays. Les sauveteurs tentent toujours d'extraire les personnes enfouies sous les décombres d'au moins 2 bâtiments. Au Sri Lanka, des images de vidéosurveillance montrant un possible suspect avec un sac à dos entré dans l'église Saint-Sébastien à Negombo, peu avant l'explosion meurtrière en pleine messe de Pâques, sont diffusées sur les chaînes locales. Selon un dernier bilan, au moins 321 personnes ont été tuées dans cette attaque d'églises et d'hôtels de luxe. En Grèce, le privé supplée un secteur public défaillant depuis la crise. Pendant près d'une décennie de crise grecque, la
la santé et l'éducation sont parmi les premiers secteurs à avoir souffert de réductions drastiques pendant qu'une grande partie de la population frappée par les licenciements, les réductions de salaire et les hausses d'impôts se retrouvait dans l'incapacité de payer une assurance santé. Faire face au réveil russe, la Suède remilitarise une île balte. Reportage. Ces jours d'entraînement pour ces recrues suédoises mobilisées sur Gotland, le long d'une voie navale reliant la Baltique à la mer du Nord. Face aux actions de la Russie dans la région ces dernières années, la Suède tente de remplumer sa défense, amaigrie depuis la fin de la guerre froide. En janvier 2018, le gouvernement a repositionné un régiment sous cet avant-poste stratégique. Une première depuis près de 15 ans. On a l'impression de faire quelque chose de spécial et ça nous rend encore plus heureux d'être ici. Tout le monde a le sentiment que ce que nous faisons est très important, que c'est vital pour la Suède. Le régiment de Gotland avait été dissous en 2005, mais un vote du Parlement en 2016 a approuvé le retour de forces armées. Une décision motivée notamment par l'annexion de la Crimée, le conflit russe avec la Géorgie et la guerre en Ukraine. À mi-distance de la Suède et des ex-républiques baltes de l'Union soviétique, Gotland offre un avantage crucial pour le contrôle du ciel et de la mer. 282 soldats y sont actuellement basés. Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes. De nombreux exercices sont organisés, il y a une Russie forte, une activité militaire beaucoup plus intense qu'auparavant. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Cette détérioration est la raison pour laquelle nous reconstruisons notre armée. Les fortifications autour de Visby, capitale médiévale de Gotland, témoignent de l'histoire tourmentée de l'île. Elle a été convoitée tour à tour par les Suédois, les Danois, les Germains, les chevaliers teutoniques et même brièvement occupée par les Russes pendant les guerres napoléoniennes. Aujourd'hui, ces rues pittoresques et sa côte baltique en font un lieu de prédilection pour les touristes en été. Le retour du régiment est perçu comme une aubaine par les habitants. Ça a un impact positif sur l'infrastructure. Des gens viennent s'installer ici avec leur famille et par conséquent, plus de gens dépensent de l'argent dans les magasins. D'après les autorités suédoises, les troupes ne sont pas une réponse à une menace spécifique. Moscou, de son côté, fustige ce qu'elle qualifie de mythe d'une menace russe en Europe et accuse les puissances occidentales de vouloir déstabiliser le continent. Mais à Gotland, les exercices se poursuivent, permettant à la Suède de surveiller la situation dans son voisinage. Voilà. Un maillot de Pelé, la légende de football, est à vendre, tout comme des crampons dédicacés de Lionel Messi et un gant du futur Mohamed Ali datant de 1962. La maison Julian's Beverly Hills organise demain une vente aux enchères souvenir des légendes sportives. C'est un grand moment pour le foot professionnel français après que Corinne Diacre ait été la première entraîneuse d'une équipe professionnelle masculine avec Clermont en 2014. Une femme va diriger un match de Ligue 1. Stéphanie Frappard a été désignée arbitre centrale du match du dimanche 28 avril 2019 entre Amiens et Strasbourg. C'est ce qu'a annoncé hier la Fédération française de football. Voilà qui marque la fin de ce dernier rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Matin Bonheur n'est pas terminé. Matin Bonheur se poursuit avec Alix et Marco. Eh oui, pile poil dans le temps. Il a essayé. Il y a une minute. Il nous a légué une minute. Quelques tiers même, je pense. Quelques secondes. On a tiré sur la conclusion. Vous avez la chance. Vous n'avez pas l'oreille de parler. Merci Régis. Bonne journée à vous. Il est 7h04, mesdames et messieurs. Voici le moment venu pour la thématique de ce mercredi. Comment instaurer de bons rapports entre les parents et les enfants? C'est l'éternelle question familiale. Comment faire en sorte que ce soit l'osmose, ce soit vraiment l'homogénéité entre parents et enfants, ça passe par quoi? Quels éléments? Autant de questions. Et puis on aura certainement la réponse avec Michel Laura, notre coach S mercredi, qui est là et qui va intervenir juste après ceci. Des bons rapports avec ma mère, oui, mais avec mon père, c'est un peu compliqué. Mon père, il a tendance à dire que je n'ai pas à faire des conneries dehors. Pourtant, ma mère me demande qu'est-ce que je suis allé faire dehors. Elle me demande qu'est-ce que je suis allé faire dehors, c'est-à-dire que quoi? Je suis allé faire quoi dehors? Pourtant, le père va me dire, soit je suis allé fumer, boire ou faire d'autres choses qui sont à l'encontre de l'être humain. Ange Olivier, étudiant, a des rapports difficiles avec son père.
Jour après jour, le temps de qualité passé avec son père pour créer le lien de confiance a disparu. Il faut être en plus en complicité avec ton père qui est avec ta mère. Puis la mère comprend tout, mais le père, c'est pas pareil. Je me suis jamais assis avec lui pour parler, donc je ne peux pas savoir ce qu'il pense. La relation parent-enfant est le cœur de la cellule familiale. C'est l'un des tout premiers liens qui fixe la barre pour la suite. Préserver une relation harmonieuse au quotidien relève du défi pour beaucoup de parents. Favoriser la coopération entre le parent et l'enfant aide le futur adulte à se construire en vue plus tard de contribuer à l'édification d'une société équilibrée. La relation entre un parent et un enfant est l'une des plus importantes dans la vie d'une personne. L'amour, la confiance, le respect et la communication portée par les parents sur l'enfant dès son plus jeune âge sont des notions fondamentales qui favorisent les rapports entre les deux entités. Lorsque tu as de bons rapports avec tes enfants, d'abord l'enfant peut être brillant à l'école, l'enfant peut être ta fierté, surtout quand l'enfant te donne ce qu'on appelle l'obéissance, le respect. C'est ça notre avantage. La communication a une place cruciale dans le rapport qu'il peut avoir entre un enfant et son parent. S'il n'y a pas de communication, bien vrai que c'est le parent qui a mis l'enfant au monde, l'enfant peut considérer son parent comme une tierce personne. L'enfant est épanoui. Quand il y a un bon rapport, l'enfant est épanoui. Cela joue sur les résultats scolaires, sur l'éducation même et aussi sur la société. Des relations apaisées entre parents et enfants permettent à l'enfant d'avoir une bonne autonomie et une bonne estime personnelle qui le prépare à être mature, droit et honnête, donc utile à la société. Cependant, il est de plus en plus difficile de trouver du temps pour les enfants de nos jours. Avec l'envahissement des nouvelles technologies, la relation parent-enfant qui se construit au quotidien n'existe presque plus au sein des familles. Lorsque les enfants sont déjà confrontés par des parents, entre parenthèses, disons les marâtres, qui ont des caractères un peu difficiles, déjà ceci met des difficultés. La relation parent-enfant doit pouvoir s'adapter au fil du temps en tenant compte des étapes au temps. Les rapports varient dans le temps. Leur approche diffère de l'enfance à l'adolescence. Être parent, contrairement à ce qu'on croit, ça s'apprend. Et surtout, rappelons que dans la vie, on récolte toujours ce que l'on a semé. Et dans ce domaine, les fruits peuvent être très amers si l'on y prend garde. Sacerdoce carrément d'être parent, en tout cas pour toutes les personnes qui ont la chance de l'être. Et avec notre coach aujourd'hui, on va essayer d'avoir les bons ingrédients pour maintenir une cohésion entre nos bouts de choux et nous-mêmes. Bonjour coach. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Alors, première question, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle concrètement rapport parent-enfant, c'est quoi? Eh bien, les rapports parent-enfant, c'est l'ensemble des interactions qui existent entre les adultes qui sont chargés d'encadrer, d'éduquer, de protéger, de s'occuper en fait des enfants qu'ils ont eus naturellement ou qui leur ont été confiés. Donc les rapports parents-enfants doivent être établis sur une bonne base dans laquelle les rôles sont bien définis. Si les rôles ne sont pas définis d'entrée de jeu, ça peut occasionner des dysfonctionnements. Donc le rôle des parents, c'est lequel? Les parents doivent prendre soin des enfants. Quand on dit prendre soin, c'est la santé, l'alimentation. Ils doivent aussi veiller à leur éducation. L'éducation, il y a l'instruction et l'encadrement comportemental. Les parents ont le devoir d'héberger leurs enfants. Un parent, parce qu'il est en colère, qui met son enfant à la porte, fait un manquement grave à son devoir de parent. Tout ça dans le but d'avoir un enfant qui est épanoui et qui, au bout du compte, sera un plus pour la société et non un problème qu'on aura apporté à la société dans laquelle on a mis notre enfant au monde. En face des parents, nous avons les enfants. Les enfants, leur rôle est tout à fait simple. Ils doivent aux parents le respect et l'obéissance. C'est de bonne moyenne. Ça fait partie de l'obéissance et du respect parce que quand on va indiquer des choses aux enfants, dans les consignes les plus fréquentes, il y a étudie tes leçons, travail. C'est la chose que les parents unanimement demandent aux enfants, ce sont des efforts à l'école pour les enfants qui sont scolarisés. Et pour les enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est toujours des efforts dans l'apprentissage de la vie. Donc les parents encadrent et encouragent les enfants à bien suivre cet apprentissage-là dans le but d'en faire demain des citoyens matures, droits et honnêtes qui seront un plus pour la société et non
un problème, comme je l'ai dit tantôt. Alors, docteur, on a parlé là d'instaurer de bons rapports entre parents et enfants. Quel devrait être le ton à utiliser lors des échanges, notamment? Contrairement à ce que l'on pense, le fait d'être parent ne vous autorise pas à manquer de respect aux enfants. Donc, la première chose, c'est que quand le parent demande à l'enfant du respect, le parent aussi doit donner du respect, démontrer du respect à l'enfant. Donc, la façon de parler, on entend souvent les parents dire, à notre époque, nos parents nous frappaient, donc on n'est pas mort, ça ne fait rien. Si, quand on les interroge plus en profondeur, il y a des traumatismes liés au mauvais traitement, au manque du respect, au fait de ne pas prendre en compte la dignité de l'enfant. Ça a un impact sur l'adulte qui sera demain. Parce que tout est fonction des rapports, de la qualité des rapports entre les enfants et leurs parents. Si les rapports sont difficiles, cela va compliquer la croissance de l'enfant, la croissance psychologique, émotionnelle, et ça va faire un boulet dans la construction de l'individu lui-même. Alors que si les relations sont conviviales, c'est les relations apaisées, l'enfant sera un enfant, une personne qui aura une auto-estime, une bonne auto-estime et une bonne perception même de sa personne. Il n'aura pas de complexe pour se dire « est-ce que je suis assez bien pour me mettre devant les autres, parler devant les autres, agir, interagir avec les autres ». Alors que l'enfant qui est brimé, qui est maltraité ou dont les avis ne sont pas pris en compte, il va manquer d'auto-estime et ce manque de confiance en soi va le suivre à l'école et plus tard dans la socialisation avec ses collègues. Quand on regarde ça comme ça, finalement, le métier de parent, le rôle de parent, c'est un métier. C'est un véritable métier. Ça s'apprend. Plus qu'un métier, c'est un sacerdoce parce que ça s'apprend dans la douleur pour les enfants et pour les parents aussi. Et je voulais terminer en disant que ça s'apprend en amont et en aval. Ça s'apprend soi-même avec ce qu'on a reçu de notre enfance et ce qu'on doit donner à nos enfants. On est à un moment carrefour, un moment comme ça où c'est délicat. Et c'est là l'art d'être parent, en fait. En fait, on pense que comme nous-mêmes, on a été des enfants, on sera forcément des parents de la façon la plus naturelle. Or, il n'en est rien. Pas du tout. Il n'en est rien parce que je vais assimiler le fait, notre enfance, par exemple, les informations liées à la parentalité que nous avons collectées pendant notre enfance. C'est comme si on faisait un stage théorique. Et maintenant, quand nous avons nos propres enfants, on passe à la phase pratique. Nos enfants n'ont pas la même personnalité que nous. Ils n'ont même pas le même environnement que nous. J'ai rarement vu des gens, en dehors des familles très riches ou très pauvres, j'ai rarement vu des gens qui ont eu le même cadre familial que leurs enfants. Donc, déjà, le cadre change, les époques changent, les relations sociales changent. Tout à l'heure, je parlais hors antenne avec le coach Yoman. On parlait de l'incivilité croissante dans les échanges sur les réseaux sociaux. Tout ça est dû à des évolutions dans la société. Nous avons connu une période de crise. Oui, les gens sont enclins maintenant à une facilité d'injurier. Nous avons connu de grosses crises, oui. Et dans cette crise-là, les traumatismes n'ont pas forcément été identifiés ni pris en compte. Ça fait que l'agressivité verbale, l'agressivité même physique, va crescendo en Côte d'Ivoire. Donc un enfant qui est soumis à tout ça, il faut que le parent puisse le recadrer efficacement parce que l'enfant est en danger, la société aussi. Petit récapitulatif de choses qui vraiment ne sont plus, qui ont beaucoup changé. Il y a une certaine époque où on disait bonjour, s'il te plaît, on ne regardait pas les personnes âgées dans les yeux, ou systématiquement quand on est assis, qu'on voit une personne qui est plus âgée, on se lève de façon instinctive. Mais quand on finit de manger, machinalement, même quand on est au resto, on a envie de se débarrasser, et puis on se rappelle qu'on est au resto. Mais tout ça, ça a disparu maintenant. Mais ça a disparu dans le bus ou dans les transports en commun. Il y a même des parents qui disent « j'ai payé la place de mon enfant, donc il n'a pas de raison de se lever ». Donc déjà, l'incivilité commence par le comportement des parents. Si le parent dit « comme j'ai payé le billet de mon enfant, alors il ne cède pas sa place », le parent occulte le volet civique qu'il doit inculquer à l'enfant. Ce n'est pas parce que j'ai payé mon billet ou mon ticket de bus que je ne vais pas tenir compte du fait que la personne âgée ou la femme enceinte en face de moi a plus besoin de la place que moi. Donc, il y a ces éléments-là. Donc, le parent doit être aussi un modèle pour l'enfant. On ne peut pas imposer un bon comportement à l'enfant et ne pas adopter soi-même un bon comportement. Il y a des gens qui disent « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Malheureusement, ce n'est pas la bonne façon
d'éduquer nos enfants parce qu'on les éduque aussi par l'exemple pratique. Alors, docteur, là, on parlait à l'instant avec Marco du carrefour des acquis qu'on a eu avec nos parents. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est une nouvelle forme une nouvelle génération de parents. Oui. Comment faire le tri dans ce qu'on a reçu et dans ce qu'on va transmettre? Déjà, maintenant, les parents ont des enfants beaucoup plus tard. Parce que des gens font des études, ils ont un projet de carrière. Alors qu'avant, on n'allait pas aussi loin dans les études, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, comment faire le tri? Déjà, il faut se fixer des objectifs. Le premier objectif, c'est de faire de mon enfant un individu épanoui, un individu qui apporte quelque chose partout là où il va et un individu qui collabore, qui participe au développement du pays ou de la nation dans laquelle il va évoluer. Donc, quand on a déjà cet objectif-là, le chemin est tout tracé. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui ne travaille pas bien, qui n'est pas bien éduqué, qui ne connaît pas « s'il te plaît, merci ». Maintenant, vous voyez des enfants en classe, au collège et même à l'université, lorsqu'ils veulent demander quelque chose, « Joe, donne-moi une chose là. » Ou alors, avec une petite injure, sous prétexte que c'est de la familiarité affectueuse. Non. L'incivilité est aussi dans le choix des mots. Ce n'est pas seulement dans le contexte, mais dans le choix des mots. Même si ce sont des échanges affectueux, on peut remplacer les mots injurieux par des mots d'affection ou par des mots courtois. Laura, moi je vais vous poser une question mais qui me fend le cœur. Est-ce qu'en 2019, ça ne fait pas mal d'être parent avec les tontines sexuelles des enfants, les partous dans les écoles, l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux et leur corollaire d'impolitesse parfois. Je me dis, il vaut mieux être parent en 1970 que parent en 2019. Malheureusement, ce constat est juste. Comment rattraper? Eh bien, c'est une question de temps. Dans l'élément, la dame qui commentait la voix off a dit que nous passons de moins en moins de temps avec nos enfants parce que même à table ou même en regardant la télé ou en étant assis ensemble au salon, vous allez voir que chacun est sur son écran de téléphone ou de tablette. Donc, les réseaux sociaux sont venus compliquer la communication dans les familles. Donc, il faut s'imposer des règles. Qui sont mis sur les nouveaux parents, ça ne nous facilite pas la tâche. Oui, avant, il n'y avait pas cette concurrence-là. C'était la télé à 20h, papa, maman, tout le monde devant la télé. Il n'y avait même pas de télécommande. Pour dire que voilà, on devait faire un mouvement. Donc, aujourd'hui, même la télécommande doit être marchandée aux enfants. Donc, il faut que chacun puisse trouver sa place dans la famille. Il ne faut pas faire de nos enfants des enfants rois, mais il ne faut pas non plus que nous soyons des parents dictateurs. Donc, dans tout ce que nous avons dit, dans le rôle, les devoirs des uns et des autres, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux boussoles ici, dans les bonnes relations parents-enfants, doivent être la confiance et l'amour. Un adolescent disait dans l'élément que son papa ne lui fait pas confiance. Et le fait que vous ne fassiez pas confiance à vos enfants, ça les blesse énormément. Donc, il faut donner la confiance à l'enfant. Lorsqu'il trahit votre confiance, il ne faut pas la lui retirer. Il faut lui dire, je te donne une deuxième chance de mériter ma confiance. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit le comportement ou le tempérament de l'enfant, l'avis de ses parents sur lui est très important pour son auto-estime. Quand vos parents ont une bonne image de vous, ça vous donne la force d'aller loin et d'aller partout. Alors que quand vos parents ont une mauvaise image de vous, vous êtes démotivé, vous n'avez pas envie d'aller à l'école ou de bien travailler ou de faire des efforts pour vous améliorer parce que vous vous dites, de toutes les façons, les personnes que j'aime, les personnes qui sont dans ma sphère affective ne me font pas confiance ou ne me jugent pas capable d'eux. Donc vous êtes un miroir et un booster pour vos enfants. Il faut leur donner de la confiance et de l'amour et surtout, beaucoup communiquer sur un ton apaisé. Coach, comment faire le bon dosage Parce que j'ai une petite histoire, par exemple, à un père qui dit à son petit garçon de 4 ans qui n'est pas tout le temps là, c'est toi le chef ici, c'est toi le chef de la maison, tu es le seul garçon. Et quand il revient, il se retrouve à table, par exemple, et l'enfant dit « je veux ça ». Et on lui dit « c'est pas toi qui décides ». Il dit « mais vous m'avez dit que c'est moi le chef ». Oui, justement, il ne faut pas faire de l'enfant... D'ailleurs, dans les écoles, souvent, je fais des conférences sur l'autorité infantile. Les parents veulent tellement mettre leur enfant à l'aise qu'ils en font de petits chefs et ces petits chefs-là vont grandir avec le refus de la contradiction, avec le refus du partage, avec le refus qu'une autre idée que la leur soit appliquée. Donc, ce sont des
des paroles qui sont assez graves. Parce que dire à un enfant, tu es le chef quand je ne suis pas là, ça veut dire qu'en l'absence du parent qui l'a dit, il n'y a aucune autre autorité. Alors que l'autorité doit être hiérarchisée dans la famille. Le papa, la maman, et puis ensuite viennent les oncles, tantes ou les personnes qui vous gardent, et les grands frères et les grandes sœurs. Donc l'autorité doit être déléguée à la bonne personne. Il y a un organigramme dans la famille. Dans la famille, les deux parents font tandem pour piloter la famille. Donc quand l'un des parents n'est pas là, il faut que le parent absent en partant explique clairement aux enfants que je ne suis pas là, mais il y a toujours une autorité, celle de votre mère ou celle de votre père. Parce que les parents pensent que si les enfants, par exemple, surtout les mamans, quand le papa est trop dur avec leur enfant, elles passent par derrière pour permettre ce que le papa ne permet pas. Et là, il y a une faille, parce que les parents ne parlent pas d'une même voix, et l'enfant profite de cette division-là pour grappiller à gauche et à droite, et il va être déséquilibré, parce qu'il va tellement manipuler les parents qu'au finish, personne ne connaîtra vraiment son enfant, et souvent c'est à l'adolescence qu'on découvre les dégâts de cette technique. Donc il faut que les parents parlent d'une seule et même voix, même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent régler leurs différends à l'insu des enfants, mais qu'au résultat, ils parlent d'une seule et même voix. Ça renforce les chances de réussir une bonne collaboration avec les enfants. Et puis il y a aussi ce souci-là, vous avez parlé de dégâts, il y a ce volet psychologique-là où le parent, de façon volontaire ou non, impose sa vie à l'enfant par rapport à ses relations. Ça peut être la mère qui veut à tout prix que, ayant raté par exemple sa vie sentimentale, impose ça sans le savoir à sa fille, dans ses choix d'amis. Ou bien ça peut être le père qui veut absolument que son fils soit médecin, ou bien soit dans la jet set, ou bien bon, on ne fréquente pas tel. C'est ça, c'est... Oui. Alors, il y a des parents qui veulent faire vivre leur vie ratée, comme vous dites, ou leur rêve de vie à leurs enfants. Ou leur utopie. Voilà, leur utopie à leurs enfants. Mais les enfants aussi, ils ont leurs propres rêves. Voilà. Donc déjà, en éduquant l'enfant, en discutant avec l'enfant, on peut savoir ses goûts. Qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui plaît. Et lorsque ces goûts-là sont différents de ceux dont nous avons rêvé, moi par exemple, je suis allée jusqu'au doctorat pour la simple et bonne raison que ma mère rêvait d'avoir un enfant qu'on appelle docteur. Et c'est pour ça que j'ai le prénom Michel, parce que je suis la troisième fille de la fratrie et on attendait un garçon. Donc quand j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi je m'appelle Michel, elle a dit parce que j'attendais un garçon. Mais pourquoi tu attendais un garçon? Parce que je rêvais d'avoir un garçon qu'on appellerait docteur. Je lui ai dit, tiens, je te donne le doctorat. Et je le lui ai rappelé le jour de ma soutenance. Donc je veux dire, on a des rêves qu'on impose aux enfants. Il se peut que l'enfant aille dans le sens que le parent a rêvé, ça c'est bien. Oui. Mais lorsque l'enfant va dans le sens opposé, il ne faut pas faire barrière. Au contraire, il faut l'accompagner parce que l'enfant, quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, il a besoin de l'accompagnement et du soutien de ses parents. Ses parents sont les premières personnes avec lesquelles il est en contact dans sa vie terrestre. Donc même si l'enfant montre un semblant de mépris ou de désintérêt par rapport aux enfants, c'est parce que, quelque part, il veut jauger l'importance qu'il a aux yeux de ses parents. Donc, chaque parent doit montrer à ses enfants que ces enfants-là ont du prix à leurs yeux. Et quand l'enfant même fait un écart, lorsque vous lui rappelez constamment qu'il a du prix à vos yeux, il est obligé de se ressaisir parce que ce sont des êtres dotés de sentiments. Nos enfants ne sont pas insensibles. Ils ont des sentiments pour nous et ils ont des sentiments aussi pour tout le monde. Donc, passer par la voie affective pour recadrer lorsque la communication devient difficile. C'est vrai qu'on se dit non, l'enfant ne va pas me commander, l'enfant ne peut pas diriger, il n'est pas plus intelligent que moi ou plus sage, mais il faut avoir beaucoup d'humilité pour être un bon parent, parce que si on n'a pas d'humilité, on monte sur ses ergots et on peut perdre la face devant nos enfants parce qu'ils peuvent complètement dévier. Il y a ce qu'on appelle les enfants parasites, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, vous avez une éducation aux enfants. Il y a un ou des enfants qui viennent passer des vacances et qui dénaturent complètement, involontairement sur des enfants, il ne faut pas leur vouloir. Qui dénaturent ce qui est placé. Parce que lui, vous avez l'habitude de dire à vos enfants, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Lui, il vient d'une autre culture, peut-être. Mais ces enfants que vous appelez parasites, justement, ce sont des leaders nés. Non, entre guillemets, je dis ça, je m'excuse par rapport au s'ils arrivent à influencer le comportement de vos enfants,
Oui, s'ils arrivent à influencer le comportement de vos enfants, c'est qu'ils ont de la bonne graine en eux. Tout ce qui est interdit chez vous, c'est ce qui est permis chez lui. Oui, c'est ce qui est permis chez lui. Mais s'ils arrivent quand même à influencer vos enfants, ça veut dire qu'ils ont une graine de leader en eux. Donc, ils ont juste besoin d'être canalisés parce qu'il y a des enfants qui sont des suiveurs. Il y a des enfants qui sont des meneurs. Donc, un enfant qui fait tout de travers et qui arrive chez vous et qui arrive à influencer vos enfants, il a une graine de leader qu'il faut cultiver. Donc, il faut juste le recadrer et montrer à vos enfants que cette personne-là, elle a un leadership qui est intéressant, mais qui manque juste de canalisation. Il ne faut pas les rejeter. Ça fait partie de la vie. Des personnes parasites, on en trouve partout, y compris dans le milieu professionnel. Oui. Donc, si l'enfant n'est pas préparé... Laura, ce n'est pas si facile que ça. Si l'enfant n'est pas préparé... Vous-même que je connais, connaissant votre... Je vous connais, donc je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce que oui, il y a des choses... Il va passer un mois avec vos enfants. Ça se négocie. S'il passe un mois avec les enfants, à ce moment-là, vous serez dans un rush de stress. Quand il repart, le langage de votre enfant a changé. Papa, tu dis quoi? Oui, oui. Ce qui se passe, il ne faut pas faciliter, il ne faut pas prendre le chemin de la facilité en disant je ne le reçois plus. Parce que l'enfant aussi doit retourner chez ses parents avec de bonnes choses. Pour que cet enfant-là, les parents vous disent « Ah, Monsieur Govoy, vous avez vraiment changé mon enfant. Il est devenu mieux qu'il était avant. » Donc, c'est une contagion. Des enfants qui sont des cas spéciaux. Oui, mais il faut que cet enfant cas spécial-là, vous puissiez aussi l'impacter positivement parce qu'il y a des enfants qui n'ont besoin que d'être encadrés. Oui, donc les enfants récalcitrants, comme vous le dites, quand ils reviennent chez eux métamorphosés, les parents vous appellent pour demander qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant. Je me souviens quand j'étais plus jeune, une petite fille qui triait la nourriture, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Je mange pas si, je ne mange pas ça. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ci. Et cette petite fille détestait les petits pois. Et elle m'adorait, donc je lui ai dit, viens passer quelques jours chez moi. Alors dès que nous sommes arrivés, elle avait 7 ans, je lui ai dit, écoute, chez moi, la règle, c'est qu'avant de mettre quoi que ce soit dans la bouche, on doit prendre des petits pois. Du coup, j'étais obligée d'en manger à chaque repas, même le goûter, des petits pois. Donc la petite fille, le premier jour, elle a préféré dormir sans manger parce qu'elle voulait faire un bras de fer. Mais le lendemain matin, au petit déjeuner, elle s'est réveillée, elle me dit, Tata, je fais la table du petit déjeuner, on commence par les petits pois. Ça veut dire que la leçon est bien rentrée. Donc, les enfants ont besoin de fermeté. Si vous n'êtes pas ferme dans vos décisions, lorsque vous annoncez une punition, même si ça vous fait mal de l'appliquer, il faut l'appliquer, sinon vous perdez votre crédibilité. Donc, les enfants ont besoin de fermeté. Quitte à alléger la punition, mais une punition qui est annoncée doit être appliquée. Tout comme une récompense qui est annoncée doit être donnée. Voilà. Sinon, vous perdez votre crédibilité. Voilà. Et c'est justement la faille par laquelle les enfants passent pour ne pas obéir à leurs parents, pour dire il ne fait jamais ce qu'il dit et on est toujours déçu avec lui. Donc, cette déception-là peut éloigner vos enfants de vous. Donc, tenez vos promesses devant vos enfants. En tout cas, c'est une belle conclusion, oui. On ne va pas en rajouter plus. Hein. Et puis, souhaiter à tous les parents d'être heureux avec leurs enfants. Et puis, les enfants aussi de toujours respecter leurs parents. On a été heureux d'être en votre compagnie. On se revoit demain jeudi.